Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute, très fidèle à ce programme télé sur ESAE TV, ce dimanche, je reçois pour vous Urbain Amegbedji. Il est le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE. Il est membre de la direction exécutive nationale du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Avec lui, chers amis internautes, on fera le tour de l'actualité politique nationale, notamment l'arrestation illégale de Steve Amoussou alias Frère Onvi. On en parlera de fond en comble. On parlera également des enjeux qui concourent autour de cette affaire. On parlera des appels à la modification du code électoral qui se font entendre de part et d'autre, tant du côté de l'opposition également au sein de la mouvance présidentielle. On parlera également de l'ANPE, notamment cette structure qu'il dirige depuis un bon moment. Quels sont les efforts qui ont été effectués par le gouvernement dans la promotion de l'emploi? Urbain Amegbedji, bonjour. Bonjour, M. Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à vous, Billy Gaëlaoui. Bonjour, Kader. Merci de conduire avec moi cet entretien. Urbain Amegbedji, on démarre par cette arrestation illégale de Steve Amoussou, alias Frère Onvi, si on peut le dire ainsi. Alors, lorsque vous avez appris la nouvelle en tant qu'acteur politique de la mouvance présidentielle, qu'est-ce que vous êtes dit? Quand moi j'ai appris que Frère Onvi a été arrêté. Parce qu'aux premières heures, on avait lié Steve Amoussou à Frère Onvi. Absolument. C'était avec soulagement. Soulagement parce que il m'est arrivé à plusieurs reprises d'écouter les chroniques de Frère Onvi et je n'y ai décelé que beaucoup d'outrances, beaucoup d'exagération, beaucoup de diffamation et toutes ces choses qui sont dites en bon français par ailleurs, ne concouraient pas à apporter de l'information, mais à nuire à l'image et à l'honorabilité de nombre de nos concitoyens. Il fallait bien que M. Onvi puisse apporter la preuve de ces allégations et donc que l'on puisse lui en donner l'occasion est une très bonne chose. Pour lui-même d'abord, parce que probablement il a les preuves de ces accusations. Et pour ceux qui sont attaqués, ceux qui sont diffamés, ceux qui sont interpellés, que eux également puissent voir soit leur honneur lavé, soit qu'ils soient condamnés pour ce qu'ils ont commis comme faute. Êtes-vous senti menacé par les révélations, les dénonciations en griffe que faisait l'appelé Frère Onvi? Non, pas du tout. Il ne m'a jamais cité, fort heureusement. Mais j'ai bien entendu que des concitoyens, de simples citoyens, d'autorités, de responsables de haut niveau ont été traités de tous les noms d'oiseaux, moqueries, insultes, toutes sortes de choses qui ne concourent pas à apporter de l'information, mais à jeter de l'opprobre sur les gens, surtout qu'on n'en apporte pas la preuve. Frère Onvi n'a jamais apporté les preuves dans ses chroniques de ce qu'il dit. Mais il fait des déclarations. Lorsqu'il déclare que tel est trafiquant de drogue, il n'en apporte pas la preuve. Mais il jette de l'opprobre sur l'honorabilité de simples citoyens et cela est grave.
Mais ne pensez-vous pas que l'image du Bénin est écorchée vu les conditions dans lesquelles il a été d'abord kidnappé et ensuite récupéré par les forces de l'ordre béninoises et pour finir le temps que les autorités, je vais dire, le temps qui a été pris avant avant l'interpellation de ces ravisseurs en griffe? Je dois dire que son interpellation est illégale. Ça, il faut le dire et le constater. Son interpellation est illégale, mais que la justice puisse l'interroger, avoir l'occasion de lui donner la chance de s'expliquer est finalement une bonne chose. Ces ravisseurs ont été condamnés il y a quelques jours. Deux de ces ravisseurs ont été condamnés il y a quelques jours pour avoir décidé de se faire justice. Parce que on remarque aujourd'hui que le fin mot de l'histoire, c'est qu'on est parti d'une histoire banale d'escroquerie, d'affaires privées, pour aboutir à l'affaire des frères Honvi. Et donc, ces personnes qui l'ont interpellé ou qui l'ont ramené de Lomé à Cotonou étaient en train d'exécuter un contrat privé d'escroquerie. Et finalement, ça a abouti à amener Frère Honvi à Cotonou. Ces personnes, pour avoir commis ce délit, ont été condamnées par la justice. Mais maintenant, la justice, puisqu'elle a l'occasion d'avoir Frère Honvi entre ses mains, la justice lui demandera les comptes par rapport à ses chroniques et à ses déclarations. Alors, selon le porte-parole de la défense, Maître Boubacar Barapé, Frère Honvi ne reconnaît pas devoir de l'argent à quelqu'un. Pour lui, c'est une machination qui a été orchestrée de part et d'autre. Alors, est-ce que vous pensez, comme bon nombre d'analystes, que l'État a fait recours à des méthodes peu orthodoxes pour régler un impératif? Je pense que c'est des propos d'avocats. C'est des propos d'avocats, pas plus que ça. Sinon, le verdict est déjà tombé. Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut retenir, c'est que Steve Amoussou, parce que dans ce cas, il est question de Steve Amoussou et non de Frère Honvi, est coupable d'escroquerie et que, enfin, est mêlé. Je ne vais pas dire qu'il est coupable parce que le délit qui a été jugé est le fait de son arrestation illégale. Et donc, que deux Béninois qui sont mêlés à son arrestation illégale ont été condamnés par le tribunal. Ces deux Béninois ont déclaré qu'ils y étaient allés pour une affaire privée d'escroquerie. Et c'est ce que le tribunal a retenu. Est-ce que le tribunal a retenu? Mais est-ce que la façon dont le procès s'est déroulé de façon, si on peut le dire ainsi, expéditive, on parle de 4 ravisseurs, on n'en a retrouvé que 2. Il y a 2 qui sont du côté du Togo. On n'a pas la suite de ce qui en est de ces 2-là. Est-ce qu'ils seront recherchés? Est-ce qu'ils seront poursuivis? Le fameux Marcelin Haï, à qui Steve Amoussou devrait peut-être de l'argent, il n'était pas également là-bas, mais il y a eu cette condamnation. Et pour des individus qui ont effectué une telle opération, c'est-à-dire aller en territoire étranger, aller prendre un citoyen, le ramener au pays, une situation qui est susceptible de créer une grave crise diplomatique. Est-ce que les peines qui ont été infligées, est-ce que le procès, tout ceci, rassure l'opinion publique nationale et internationale? Bien entendu, je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait dire que le procès ne rassure pas. Quand vous parlez de procès expéditif, en quoi c'est expéditif? C'est la première fois qu'un procès s'est déroulé en une journée, mais c'est un flagrant délit. Moi, j'aimerais quand même vous demander, avec ce procès-là, quel peut être, selon vous, le sort des mandats d'arrêt international lancés contre les 4 Béninois au complet par la CRIET? Bon, écoutez, je ne veux pas faire des commentaires juridiques, je n'en suis pas un, je ne suis pas un juriste, mais je crois comprendre que la justice béninoise a pris ses responsabilités et en la matière, lorsque le tribunal du Bénin se prononce, le mandat d'arrêt n'a plus besoin, n'est plus utile, puisque l'objectif de Lomé, qui a mis les mandats d'arrêt, enfin, qui a émis les mandats d'arrêt... Qui a requis, parce que c'était des réquisitions. Oui, qui a émis les mandats d'arrêt, est de les juger. Et si le Bénin peut les juger, je crois que la cause est entendue. Et selon vous, c'est quoi les implications politiques de ce dossier?
Oh, vous savez, au départ, on a cru que l'État béninois était impliqué dans ce dossier, que les ravisseurs seraient envoyés par le gouvernement du Bénin. Mais aujourd'hui, on a le fin mot de l'histoire qui est que c'est une histoire privée. Et donc, ce que tout le monde avait pensé être une crise diplomatique entre le Bénin et le Togo, il n'y a plus de raison que cela soit, puisque le Togo aujourd'hui sait qui est venu sur son territoire chercher M. Steve Amoussou, dans quelle intention ils sont venus le faire et pour qui ils ont travaillé. Ils n'ont pas travaillé pour l'État béninois, ils ont travaillé pour un individu qui s'appelle Haï Marcelin. Et pour cela, l'État béninois, la justice béninoise a trouvé qu'il y a mal donne et a prononcé des peines contre ceux qui l'ont fait. Cela devrait suffire pour calmer les ardeurs du Togo, parce qu'aujourd'hui, si le Togo devrait s'en prendre à quelqu'un, il ne pourrait pas s'en prendre à l'État béninois. L'État béninois n'a pas pour rôle de surveiller chacun. Si vous commettez un crime au Togo, on va s'en prendre à l'État béninois? Non, on va s'en prendre à vous. Ce que demandait Lomé, c'est que l'État du Bénin puisse lui livrer les individus. Mais pourquoi l'État s'est empressé de le juger? L'État ne s'est pas empressé. Si nous avons une justice qui fonctionne dans le pays, pourquoi on va livrer nos compatriotes à une autre justice? Ça ne se fait pas. Si nous avons les capacités de les juger, nous les jugeons. C'est comme ça. Parce que c'est des Béninois avant tout. Je n'ai jamais vu un État qui livre ses propres citoyens à une autre justice s'ils en ont la capacité. Les seuls moments qu'on fait cela, lorsqu'on est en guerre et que la justice ne fonctionne pas. Alors on va à des cours internationaux et tout ça, mais si vous avez la capacité de juger votre concitoyen, point n'est besoin de le livrer à une autre justice. Et donc l'affaire est réglée. Et puisqu'il ne s'agit pas d'une affaire d'État, quelle crise diplomatique peut-il y avoir encore entre le Bénin et le Togo? Alors pensez-vous que cette affaire ainsi est close? Est-ce qu'on peut dire que ce dossier est clos? Lorsque l'on sait, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a encore 2 personnes dont les identités ne sont toujours pas identifiées. Je crois que les 2 États devraient collaborer à la recherche des 2 autres, qui seraient des Togolais, et donc qui seraient probablement sur le territoire togolais. Bon, mais il est possible qu'ils soient également sur le territoire béninois. Donc les enquêtes devraient se poursuivre des 2 côtés, des 2 États, pour que les 2 derniers soient retrouvés. S'ils sont retrouvés au Bénin, que le Bénin collabore à leur extradition vers le Togo, afin que le Togo puisse les juger. S'ils sont au Togo, que la justice togolaise puisse s'en saisir et puisse les condamner. Les juger, tout au moins. Alors, pour le cas de Médégan Fagla, Wanilo, est-ce que vous pensez que c'est fini? La justice togolaise va faire cas de l'autorité de la chose jugée? Bien entendu, qu'est-ce que la justice togolaise va faire? Elle va le rejuger? Non. Le Bénin, je vous dis qu'en matière de justice, le Bénin a déjà donné la preuve qu'il est capable de juger les fautifs en la matière. Et dans le cas d'espèce, M. Wanilo n'est pas impliqué dans cette affaire. Il a été relaxé. Alors le Togo devrait-il continuer par le réclamer? Pour quelle raison? L'avocat de la défense parle de parodie de justice. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, c'est des propos d'avocat. Pour certains, l'arrestation de l'activiste politique Frère Onvi, ou on va dire Steve Amoussou, est un ouf de soulagement parce qu'il représentait, selon leurs propos, une menace pour l'État, le gouvernement de la rupture. Et donc, je me permets de vous demander, est-ce qu'on peut dire par là qu'il a été mis hors d'état de nuit par le gouvernement rupture? Frère Onvi, et s'il était le Steve Amoussou, représentait une menace pour chacun des Béninois, par les propos qu'il tenait. Vous savez, la liberté de parole est garantie par notre État. Dans ce pays, vous savez qu'il y a des hommes politiques, des citoyens qui, de façon virulente, attaquent le gouvernement. Ils vivent au Bénin ici, tranquillement. Personne ne va les rechercher pour avoir eu des propos virulents contre le gouvernement. C'est ça l'expression même de la liberté. Mais qu'un individu ait trouvé qu'il faille se cacher sous un pseudonyme est déjà suspect. Ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il fait et que ce qu'il fait est délictuel ou criminel et qu'il en est parfaitement conscient et c'est pour cette raison qu'il se cache. Deuxièmement, que cet individu décide
d'aller se cacher dans un autre pays pour commettre son forfait, on ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ce que dit frère Hunvi dans ses chroniques touche ce n'est pas seulement les dirigeants. Il y a eu des individus, il y a eu certains de vos confrères qui ont été traités de tous les noms. Êtes-vous d'accord? Monsieur Kader, si c'était vous, seriez-vous d'accord de ce qu'il a dit de votre confrère? Il a traité, je ne vais pas qualifier les mots, je ne vais pas répéter les mots qu'il a utilisés pour qualifier votre confrère. C'est juste. Est-ce que votre confrère accepte qu'on le traite ainsi? Ce n'est pas normal. Autant il est libre de dire ce qu'il veut, autant il doit en répondre devant la justice. Maintenant, il faut qu'il apporte la preuve que votre confrère est ce qu'il a dit. Ne parlons pas, parce que quand on parle, vous parlez tout le temps. Vous croyez que c'est le chef de l'État, c'est les membres du gouvernement, votre confrère journaliste, Monsieur Agapit Napoléon, qu'il a traité de tous les noms. Vous l'avez entendu ou vous ne l'avez pas entendu? Êtes-vous d'accord qu'on vous traite ainsi? Donc, il y a un excès. Il y a un niveau qu'il ne faut pas... Et donc, quand vous parlez de menace, il est une menace, pas seulement pour les dirigeants, mais pour vous également, pour moi également, pour nous tous, qui avons notre dignité et qui voulons quand même prouver que nous sommes des hommes d'honneur. Mais le gouvernement fait-il bien ou a-t-il raison de rester aussi silencieux si longtemps dans cette affaire? Qu'est-ce que pouvait faire le gouvernement devant un fantôme? Le gouvernement devait-il se mettre à crier qu'il y a un fantôme qui insulte les gens? Le gouvernement ne pouvait rien tant qu'il n'avait pas la preuve, enfin, la possibilité de mettre la main sur ce fantôme. Mais frère Hunvi était un fantôme. Alors, certains se désolent du fait qu'aux premières heures de cette nébuleuse, si on peut la qualifier ainsi, il n'y a pas eu de sortie officielle du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement était en vacances, mais on n'a pas eu de sortie de la police républicaine ou même du parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, notamment la CRIET, pour édifier ou élucider les contours de cette affaire-là. Il n'y a que eu le procès du mardi dernier qui a donné quelques informations du côté de Cotonou. Je pense que vous l'avez dit vous-même, le gouvernement était en congé. Et donc... Le pays fonctionnait. Oui, mais le pays fonctionnait au ralenti, ça on le savait. Et donc, il n'y avait pas de conseil des ministres. Je savais que la position du gouvernement était donnée régulièrement tous les mercredis. Mais il y a des urgences. Oui, bien entendu, mais le gouvernement n'a pas jugé utile de placer cela dans le cas des urgences pour se prononcer. Malgré la réaction de Lomé? Oui, mais le gouvernement a fini par jouer sa partition en faisant agir la justice, et la justice a agi. Et je crois que le débat doit être clos maintenant. Le débat doit être clos. Et donc, on tourne le regard vers le 7 pour savoir si réellement Steve Amoussou est frère Hunvi. Voilà. Le 7 octobre, il y aura le procès en cours contre Steve Amoussou. Qui est poursuivi en qualité comme frère Hunvi. Voilà, identifié comme frère Hunvi. Et nous verrons bien quelle va être sa ligne de défense par rapport... Sinon, à quoi peut-on s'attendre de ce procès? Les prémices sont déjà données. On voit bien que la ligne de défense de Steve Amoussou et de ses avocats, c'est de nier que ce soit que frère Hunvi et Steve Amoussou soient la même personne. C'est leur ligne de défense. Je ne sais pas s'ils peuvent tenir cette ligne-ci très longtemps. Les preuves et les indices sont si flagrants qu'il est difficile de tenir longtemps cette ligne. Qu'il vous souvienne que son avocat principal, Maître Baparapé, aux premières heures de son arrestation, a été interrogé par l'un de vos confrères, Madame de PIS, BIP Radio. BIP Radio. Vous avez été également? Il y était également. Ah, vous étiez. Également. Vous l'avez bien entendu quand la journaliste lui a demandé comment se portait frère Hunvi. Et la réponse de l'avocat a été, frère Hunvi se porte bien. Et quand il le disait, il parlait de Steve Amoussou. Alors que ce même avocat vient aujourd'hui dire que ce n'est pas Steve Amoussou, n'est pas frère Hunvi. Je me demande si cette ligne de défense peut tenir longtemps. Wait and see. Alors, Hubert Megoudi, on va progresser dans cet entretien-là. On va s'intéresser à l'animation de la vie politique, à l'organisation des élections chez nous, notamment aux préparations de 2026. On a un nouveau code électoral qui fait objet de polémiques et de commentaires de part et d'autre, même au sein de la mouvance présidentielle. Je ne sais pas si vous avez eu vent de partenaires politiques
qui vous ont fait part de leur mécontentement face aux dispositions de ce code électoral-là? Je sais essentiellement qu'il y a des inquiétudes. L'inquiétude porte sur pourrions-nous atteindre les taux et remplir les conditions pour être élu. C'est normal. Chaque député qui veut retourner au Parlement, chaque candidat potentiel qui veut y aller se pose des questions sur le défi que nous pose ce code électoral. Et ça, on le sait, c'est un défi pour tout le monde, moi-même y compris. Et donc, cela demande de nous de travailler beaucoup plus que par le passé pour pouvoir atteindre le taux, par exemple, des 20% par circonscription qui est requis. Bon, de là à dire que... Parlant de ce taux, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est un peu déraisonné, ce taux, au regard des enjeux politiques, des performances politiques des différentes formations politiques obtenues sur les récentes élections? Dire cela serait prétentieux de ma part. Je ne peux pas le dire alors que 109 députés se sont réunis et la majorité a décidé que ce serait cela. Et ce sont des gens qui ont déjà été aux élections à plusieurs reprises. L'erreur est humaine. Peut-être qu'ils ont commis une erreur. Vous voulez dire une erreur collective? À votre avis, votre parti, le Renouveau, sera-t-il prêt à aller à l'assaut des 20% de suffrages dans les 24 circonscriptions électorales? Ne voulez-vous pas, sincèrement, d'une relecture? Non. Pour le moment, nous nous soumettons aux règles établies par le Parlement et nous nous préparons, travaillons, mettons en place nos structures. Vous aurez remarqué que depuis un certain temps, nous travaillons à mettre en place nos différentes structures dans chaque village, dans chaque arrondissement et dans chaque commune, dans le but de pouvoir remplir les conditions d'éligibilité et faire en sorte que la majorité de nos candidats soient élus. Donc nous sommes plutôt dans l'optique de travailler à pouvoir atteindre ce niveau qui a été requis par la loi électorale. Quel est l'intérêt de l'installation de cette structure? Quelle est la contribution à l'enracinement du parti politique? Mais c'est pour atteindre les 20%. Pour atteindre les 20%? Bien entendu. Pour le faire, il faut travailler plus davantage dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque contrée, dans chaque hameau. Le rôle de cette structure-là, c'est de faire la mobilisation, le travail de terrain. Bien entendu, de nous représenter, de porter que les messages qui sont portés depuis la haute direction du parti puissent atteindre tous les membres jusqu'au fond, au tréfonds de chacun des villages et qu'ils puissent faire l'animation du parti à leur niveau et que nous puissions être suffisamment représentés pour qu'en son temps, lorsque tout cela sera mis en œuvre, nous puissions avoir les taux nécessaires, notamment les 20% dans chaque circonscription pour pouvoir passer. Et pour aller aux élections générales de 2026, quelles sont les chances de votre parti? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le plus grand parti. Cela est indéniable au regard des résultats que nous avons eus depuis plusieurs élections déjà. Mais nous ne nous contentons pas de rester au haut niveau. Arriver à être premier est facile, se maintenir est beaucoup plus difficile. Et nous en sommes tellement conscients que nous pensons que nous devons travailler doublement, triplement, travailler davantage pour pouvoir maintenir ce rang-là. Mais nous sommes confiants. Nous sommes confiants que beaucoup de Béninois aiment ce que nous faisons. Beaucoup de Béninois apprécient les dirigeants que nous avons. Beaucoup de Béninois pensent que les idées que nous distillons sont les meilleures. Et je pense que nous allons une fois encore démontrer à toute la nation que nous sommes le premier parti du pays. Selon l'opposition, je vous permettez de cadrer, selon l'opposition, l'exclusion, c'est l'exclusion que favorise ce code. Il favorise l'exclusion assurée de l'opposition elle-même et l'expression de la peur de la majorité présidentielle. Qu'en dites-vous? Mais ça, c'est leur opinion. Ça, c'est leur... Et je ne peux pas leur dénier le droit de ne pas être d'accord avec nous. D'ailleurs, ils l'expriment par tous les moyens et cela ne nous dérange pas. J'ai l'habitude de dire que c'est l'expression de la démocratie. Si tout le monde était d'accord, il n'y aurait pas de démocratie. Alors, le fait qu'ils soient en désaccord avec nous est normal, c'est l'expression de la démocratie. Les uns sont d'accord, les autres ne sont pas d'accord. Mais pour le moment, c'est la loi de la majorité qui passe. Alors, parlons de ce désaccord-là. Certains estiment que ce code a été taillé à la mesure de la configuration de la mouvance présidentielle, puisque à date d'aujourd'hui, aucune des formations politiques les plus grandes, les plus emblématiques, notamment le Bloc progressiste de Renouveau, le Bloc républicain, les démocrates, n'a obtenu 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Alors, il est possible d'aller en accord de gouvernance. On sait immédiatement que l'UP, le Renouveau, le Bloc républicain peuvent effectuer un accord de gouvernance. Alors, le Parti des démocrates, lui, devient comment?
Le Parti démocrate peut aller en accord de gouvernance avec les autres partis de l'opposition. Oui, Il y a le MPL, sans occulter que l'éligibilité aux critères d'accord de gouvernance est astreinte à une condition d'obtenir au moins 10% aussi à ce niveau. Bien entendu. Alors lorsqu'on regarde les autres formations politiques de l'opposition, laquelle dispose de cet ancrage-là pour véritablement soutenir les démocrates, comme le Bloc républicain peut venir peut-être en appui à l'Union progressive renouveau ou vice-versa? On a l'impression que vous pensez que le jeu est joué d'avance, en vous contentant simplement des résultats de récentes élections, bien évidemment. Mais les choses évoluent. On doit en tenir compte pour légiférer. Mais les choses évoluent parce que si on doit tenir compte de ça en 2016, le président Talon n'aurait pas été élu. La majorité était pour le FCBE. Nous avons dû renverser la majorité des FCBE pour pouvoir être élus. Et donc, il ne faut pas simplement s'arrêter à ce qu'on a déjà vu, mais il faut travailler à pouvoir le maintenir. Et il n'y a pas de raison pour que les partis qui n'ont pas eu 10% par le passé n'aient pas 10% les prochaines fois. Dans tous les cas, autant il est possible pour l'UP Le Renouveau et le BR d'aller en alliance, autant il est possible pour les démocrates d'aller en alliance avec les autres partis de l'opposition, notamment les FCBE. Et cette alliance sera fructueuse? Mais pourquoi pas? Eux aussi, pas défaits déjà avant le match. Mais s'ils veulent partir défaits déjà avant le match, ou découragés avant le match, c'est pas une question de défaits. On tient compte des résultats, des statistiques que nous avons à disposition. Je viens de vous dire qu'en 2016, personne ne donnait gagnant le président Patrice Talon. Tout le monde a dit que le match était joué déjà à l'avance au premier tour. On avait, je vous le rappelle, FCBE, PRD, RB et tous les partis satellites, donc tous les grands partis qui avaient des députés à l'Assemblée étaient dans la même coalition. J'espère que vous n'avez pas oublié. Et à la lecture du nombre de députés que ces partis avaient, aucune chance ne pouvait être laissée au président Talon, aux autres candidats qui n'étaient pas dans cette coalition. Du coup, certains ont déclaré que le match était joué d'avance et que c'était au premier tour. À la fin, ça n'a ni été joué au premier tour, ni au second tour. Mais au contraire, celui qui n'était pas donné gagnant a gagné. Alors, les analyses qui consistent à dire que parce que certains n'ont pas 10% actuellement, ou qu'ils sont mal partis pour les élections, enfin, qui n'ont pas réussi certaines choses pour les élections passées, que ça va être le cas la prochaine fois, je ne peux pas m'aligner derrière ces raisonnements-là. Je peux puis vous dire que si ces partis s'organisent, travaillent, se mettent en alliance de gouvernement, ils pourront avoir les 20% comme tous les autres. Donc pour vous, le code est bon? Mais pour le moment, c'est le code que nous avons. Est-il bon? Allons, expérimentons-le avant de dire qu'il est mauvais ou avant de dire qu'il est bon. Mais parfois, on peut, en tant qu'acteur politique, Yobé Améguidji, vous êtes acteur politique, vous avez l'expérience du terrain politique et de sa productivité également. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas dire c'est bon ou c'est mauvais. On ne peut pas le dire. Ce n'est que des élucubrations, ce n'est que des hypothèses. On peut dire c'est difficile, c'est beaucoup plus corsé, oui. Mais on ne peut pas dire c'est bon ou c'est mauvais. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler un peu de 2016, l'avènement de Patrice Talon. Et on peut dire, c'est peut-être une palissade, que l'un des atouts majeurs qui a facilité l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, c'est le choix contesté du dauphin de Boniaï, notamment candidat pour la présidentielle. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent de savoir qu'en serait-il du choix du dauphin de Patrice Talon. On se demande, est-ce que ce choix sera imposé à l'Union progressiste Le Renouveau ou l'Union progressiste Le Renouveau lui-même en son sein, à travers des mécanismes démocratiques, envisage avoir son candidat? Bon, je voudrais vous dire que l'Union progressiste Le Renouveau a ses tests, a ses pratiques, a ses us et coutumes et se conformera à toutes ces règles-là pour désigner son candidat. Il ne s'agit pas pour nous d'imposition ou de qui que ce soit. Nous travaillerons au sein de notre parti, mais également nous écouterons le président de la République qui est aujourd'hui le chef de notre majorité. Nous écouterons ses propositions et ses suggestions et à la fin, nous déciderons. Vous allez décider. Et donc, pour vous, ce choix-là se fera en votre sein? Mais bien entendu, vous voulez que ça se fasse hors de notre sein? Ça se fera en notre sein.
Nous sommes un parti. Est-ce que le processus est déjà enclenché? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que dans notre chronogramme, pour le moment, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Dans notre chronogramme, pour le moment, nous en sommes encore à l'installation de nos structures, à la mise en place des structures vertes du parti, notamment dans la jeunesse, dans les femmes et tout ça. Nous avons tout un programme étalé sur le temps. Et en son temps, quand le moment de désignation viendra, nous vous informerons. Mais le parti prépare déjà 2026. Mais bien entendu, tous les jours. Même 2 ans, 3 à 4 ans avant, nous nous préparons. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut essayer le code, il faut d'abord aller le tâter pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir tirer des conclusions. Oui. Et selon vous, tel qu'il est actuellement, ce code-là, en son état actuel, est-ce qu'il permet d'aller à des élections générales de 2026 bien transparentes, inclusives et pacifiques? Vous savez, j'ai bien envie de vous retourner la question en vous demandant qu'est-ce qui vous fait penser le contraire? Je sais pas, moi, c'est moi qui pose des questions. Voilà, vous aimez bien ça, hein? Vous n'aimez pas quand vous posez des questions, mais vous supputez. Vous supputez, vous dites que, bon, est-ce que ce code nous permet, pourquoi ça ne nous permettra pas? Quels sont les éléments? Les voix qui s'élèvent contre ce code-là, lesquelles sont également au sein de ce mouvement présidentiel. Au sein de ce mouvement, également, il y a des voix qui s'élèvent contre ce code électoral-là. Oui, il y a des gens qui ont peur. Ce qui est quand même étonnant. Non, ce n'est pas étonnant, les gens ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de leur élection, de pouvoir rater leur élection. C'est normal. Il ne faut pas se voiler la face. C'est des gens qui se disent, attention, il ne faut pas que je rate mon élection. Ils ont un peu peur. Et il nous revient à nous de les rassurer. Vous savez, le code a une qualité. Ce code électoral, on ne parle pas suffisamment des avantages et des qualités de ce code. Je vais vous dire un seul. Allez-y, non, présentez-le. Je vais vous dire un seul. Non, vous savez, le code nous oblige à nous mettre ensemble. Les aventures individuelles sont terminées. C'est-à-dire, si je suis dans une circonscription, la première circonscription, que je suis assuré que je vais être élu, mon élection ne sera acceptée que si ceux qui sont, c'est-à-dire le travail qui se fait dans la 24e circonscription, également permet de lire égal dans la 24e circonscription. Donc, les aventures de gens, bon, moi, je suis certain d'être élu dans ma circonscription, je m'en contente, je travaille là-bas et je me repose. Ce qui se passe dans la 24e circonscription ne me concerne pas, ce qui se passe dans la 5e ne me concerne pas, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est le parti. Nous serons élus tous ensemble ou personne ne sera élu. Nous serons ensemble ou personne ne sera élu. Et vous ne voyez pas que c'est une entorse à la démocratie? Non, ce n'est pas une entorse à la démocratie. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une entorse? Lorsque, par exemple, 23 circonscriptions électorales, à plus de 20%, ont choisi des élus de façon écrasante d'un parti politique, et parce que ce parti politique n'a pas eu d'accord de gouvernance et n'a pas les 20% dans une circonscription électorale se retrouvent être absente, par exemple, cette formation politique au niveau du Parlement. Je fais par exemple une petite caricature. Je dis par exemple, peut-être une bêtise, les démocrates qui vont aux élections et qui, dans 23 circonscriptions électorales, font la razzia avec peut-être 24, 26 par endroit dans 23 circonscriptions électorales, et parce que dans une seule, ils ont 18% ou 19,50 et quelques, on dit qu'il ne peut pas aller au Parlement. Est-ce que vous pensez qu'une telle situation ne peut pas imploser, ne peut pas amener des émeutes encore? C'est des hypothèses d'école. C'est des hypothèses d'école et je vais vous dire que est-ce que quand on dit que celui qui a plus de 70 ans ne peut pas être candidat, est-ce que c'est la démocratie? Que celui qui a moins de 25 ans ou de 40 ans, bon, on va prendre pour les présidentielles de 40 ans, ne peut pas être candidat, est-ce que c'est la démocratie? C'est la démocratie, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui. Mais c'est la même chose. Les lois déterminent les contours de l'élection. Et ces lois et ces contours peuvent être appréciés par certains et ne pas être appréciés par d'autres. Sauf ici que ces lois font échouer tout un groupe. Non, écoutez, les lois, comment on appelle, la Constitution fait échouer tous ceux qui ont plus de 70 ans. Tous ceux qui sont au-dessus. Et tous ceux qui sont en dessous. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, c'est la loi. Dura lex, mais c'est de l'ex. Donc, laissons cette appréciation qui consiste à interpréter ou à supputer sur un test sous prétexte que, bon, ce n'est pas favorable à soi ou ça pourrait ne pas être favorable. Ce n'est pas vrai.
le test a été voté par la majorité des députés, on peut considérer que c'est la majorité des Béninois qui ont voté ce test. Vous êtes d'accord avec moi? La représentation nationale. Mais la représentation nationale représente la majorité des Béninois. C'est la majorité des Béninois qui ont décidé de ce test. Donc, expérimentons ce test. Et si cela nous crée des problèmes, nous verrons les ajustements nécessaires à faire. Mais dire a priori que ce n'est pas bon, ça ne marchera pas, ce sont des supputations. Ce sont des supputations pour vous. Alors, Hébert Merudi, on va quand même dire quelques mots sur cette structure que vous dirigez, qui est quand même névralgique dans le pays, notamment l'Agence nationale de promotion de l'emploi, l'ANPE. Alors, dites-nous, aujourd'hui, le Bénin, il a quel taux de chômage des jeunes? C'est l'Agence nationale pour l'emploi. Pour l'emploi. Simplement, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. L'Agence nationale pour l'emploi. Alors, vous savez, la question du taux de chômage amène, quand on donne le taux, amène à des polémiques inutiles. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises à nos concitoyens les tenants et aboutissants de ces différents taux qui sont des taux standardisés au plan international, c'est-à-dire la comparabilité. On calcule les taux de la même manière au Bénin qu'on le calcule aux États-Unis, en France, de manière à permettre au BIT, le Bureau international du travail, de pouvoir donner des statistiques comparées. Ce que je dois dire, c'est que le Bénin ne souffre pas d'un problème de chômage, mais d'un problème de sous-emploi. C'est plutôt cela qu'il faut dire. Le sous-emploi au Bénin est un peu élevé. Nous avons un sous-emploi de 72%, qui fait que la majorité des jeunes béninois n'ont pas l'emploi qu'ils désirent ou le salaire qu'ils méritent, mais ont des emplois ou des revenus parfois en dessous de ce qu'ils auraient espéré au regard de leurs compétences ou du travail qu'ils font. Et donc, 72% de nos compatriotes se retrouvent dans cette situation, et c'est cela qui est important dans notre pays contre lequel nous devons lutter. Faire en sorte que le plein emploi, ce que nous appelons l'emploi décent, puisse permettre à chacun de jouir de ses efforts et de travailler en fonction de ses compétences. C'est le problème que nous avons fondamentalement au Bénin, le problème du chômage, parce que le chômage, dans sa terminologie, dans sa définition, signifie quelqu'un qui ne travaille pas du tout, je veux dire, ne fait rien du tout, n'a pas d'autres revenus. Vous savez, vous pouvez être journaliste, mais parce que vous n'avez pas trouvé un emploi de journaliste, vous faites un travail, prenons le Zémidjan par exemple. Celui-là vous dira qu'il est au chômage. Mais en réalité, nous, dans nos statistiques, il n'est pas au chômage. Ce n'est pas quand on fait son emploi, l'emploi pour lequel on a un diplôme et une compétence, qu'on va dire qu'on n'est pas au chômage. Même quand on fait autre emploi, quel qu'il soit, on est travailleur, on est en activité. Et c'est cela qui crée la polémique, parce que ce monsieur qui est journaliste, qui a de grands diplômes, mais parce qu'il n'a pas pu se caser dans une rédaction et qu'il est obligé de faire des émédiants, n'osez pas lui dire qu'il travaille. Il vous dira « je suis au chômage ». Et c'est le malentendu que nous avons avec nos compatriotes en général sur la notion du chômage et la notion du travail. Monsieur Amegbedi, on a remarqué que de plus en plus les jeunes prennent l'option, vont à l'option de l'entrepreneuriat. Selon vous, est-ce qu'ils disposent d'outils et de moyens d'encadrement pour pouvoir vraiment y parvenir? Aujourd'hui, l'État a mis en place un certain nombre de structures et d'outils pour les y aider. Mais nous devons aller beaucoup plus loin que cela. Aujourd'hui, il faut remarquer que dans la formation des jeunes, inclut absolument l'entrepreneuriat. C'est indispensable et cela est prévu dans la loi cadre sur l'éducation. De manière à ce que tout jeune qui sort de l'université ou de formation puisse déjà avoir les notions d'entrepreneuriat avant de finir ses études. Pourquoi? Parce que sur 100 personnes qui travaillent au Bénin, 80 sont dans l'entrepreneuriat. Seulement 20 sont des salariés, c'est-à-dire qui travaillent pour autrui. Mais 80 travaillent pour eux-mêmes. Et donc, le marché est essentiellement constitué d'auto-employeurs. Alors, on ne peut pas aller sur ce marché les yeux fermés en croyant que l'emploi se retrouve uniquement dans l'emploi salarié. Et ça, on doit le dire à tous les jeunes, quel que soit le diplôme qu'ils ont, en leur disant, oui, vous avez un diplôme en marketing ou en finance
ou en autre chose ou en diplomatie, vous pourriez trouver de l'emploi pour 20% de chances dans des entreprises qui vous recrutent, mais si vous ne trouvez pas, vous devez être en mesure d'en créer parce que 80% des travailleurs sont des auto-employeurs. Et donc, vous, M. Amibedi, vous conseillez plus l'auto-entrepreneuriat que Je ne conseille pas plus. Je dis que un jeune qui sort avec une licence, quelle qu'elle soit, que ce soit en philosophie ou en mathématiques, devrait avoir des notions entrepreneuriales. Absolument. C'est-à-dire qu'on doit lui dire, le marché sur lequel tu vas, voilà comment est caractérisé le marché. Et je vous dis que ce marché est caractérisé par 80-20. 80% d'auto-employeurs et 20% de salariés. Donc, s'il sait ça, vous savez que ça va agir sur lui en termes de planification de ses projets. Mais en général, 90%, je vais dire près de 90% des jeunes qui sortent avec une licence ne savent pas ça. Ils pensent plutôt que c'est 80% de salariés pour 20% d'auto-employeurs. Ce n'est pas vrai. Et donc, pensant cela, ils perdent énormément de temps à rechercher de l'emploi salarié alors que le vivier et les opportunités se trouvent ailleurs. Et donc, je ne dis pas de leur conseil essentiellement cela, mais de leur dire cela afin que celui qui veut se planifier, celui qui veut faire son projet professionnel puisse en tenir compte afin de savoir que peut-être il y a beaucoup plus de chances d'aller dans l'entrepreneuriat que d'attendre 1 an, 2 ans, 10 ans, un emploi salarié qui ne vient pas. Qui ne vient pas. Alors tout à l'heure, vous avez quand même exposé l'essence de la problématique de l'emploi au Bénin, le sous-emploi bien évidemment. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place par l'État central pour lutter efficacement contre le sous-emploi? Vous savez que, par exemple, nous avons le SMIC au Bénin qui est fixé, mais il y a des gens qui continuent de travailler en dessous du SMIC et qui se retrouvent quand même contraints de faire cela parce qu'il n'y a pas mieux. Alors, au niveau de l'État central, qu'est-ce qui est mis en place pour garantir quand même cela? Des travailleurs, par exemple, qui ne sont pas déclarés également, par exemple? Oui, vous savez, c'est déjà bien que l'État, à la date d'aujourd'hui, ce gouvernement ait pris les lois et les règlements pour pouvoir encadrer tout cela. Qu'il vous souvienne que le chef de l'État a dit que les salariés, les hauts fonctionnaires seraient obligés de déclarer leurs employés de maison, leurs chauffeurs et autres, ce qui ne se faisait pas jusqu'à présent. Est-ce que c'est effectif aujourd'hui? Je dis, la volonté y est déjà. Déjà. Vous savez, auparavant, on n'avait jamais dit ça. Personne ne se préoccupait du sort du chauffeur, de la femme de ménage, qui est tous. Leur sort était abandonné. Aujourd'hui, c'est la haute autorité même qui dit non. On doit déclarer le personnel de maison. Donc, il y a une volonté politique et des lois ont été prises par rapport à cela. La deuxième chose, le gouvernement et l'État ont décidé que les employeurs devraient assurer, depuis le 1er janvier 2024, il est fait obligation aux employeurs de faire l'assurance maladie pour tous leurs employés. Donc, le cadre légal est en train de se mettre en place. Mais une fois qu'on a mis le cadre légal en place, il faut passer à sa mise en œuvre, donner un peu de temps aux entreprises pour pouvoir mettre cela en place et après ce temps-là, passer à la répression. Je pense que si je prends par exemple le cas de l'assurance maladie, c'est depuis le 1er janvier que les entreprises sont obligées de le faire. Je pense que l'État est en train de donner le temps nécessaire de cette mutation aux entreprises. Après cela, quand l'État jugera nécessaire qu'ils ont eu suffisamment de temps pour mettre cela en œuvre, l'État va passer à la répression, au contrôle et à la répression pour pouvoir obliger les gens à se conformer à la loi. Alors que fait aujourd'hui la NPE pour ceux qui sont en quête d'emploi? Mais la NPE s'occupe de ceux qui sont en quête d'emploi. Comment? Oui, c'est ce que je vais vous expliquer. Oui. La NPE est présente dans tous les départements du pays. La NPE est présente dans toutes les communes du pays. Tout cela d'abord pour se rapprocher de sa cible, afin que les personnes qui recherchent de l'emploi ne soient pas obligées de voyager, qui sont déjà des personnes défavorisées et fragiles, ne dépensent pas beaucoup d'argent pour aller à la quête de l'information. Et donc, ça, c'est déjà fait. Ensuite, la NPE déploie un certain nombre de programmes
que le gouvernement met à notre disposition, les ressources que le gouvernement met à notre disposition, nous développons un certain nombre de programmes, notamment le programme spécial d'insertion dans l'emploi, le programme Azoli, le programme de reconversion, tous ces programmes qui permettent de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en fonction de leurs compétences sur le marché. Ne me dites pas quand même que vous ne remarquez rien, M. Kader. Aujourd'hui, la zone industrielle a été créée. Allez là-bas et allez voir les milliers d'emplois qui ont été créés. L'État a créé l'écosystème pour que des industries puissent s'installer dans notre pays, ce qui a été fait. Mais ces industries avaient besoin de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre n'était pas disponible. Aucun centre de formation ne formait des jeunes au textile et à tous ces métiers qui ont été créés dans la GDIZ. Et qu'est-ce que nous avons fait? Et qu'est-ce que l'État a fait? L'État a demandé à la NPE de mettre en place un programme qui permette la formation, insertion de ces jeunes, de telle manière qu'aujourd'hui, des milliers de jeunes entrent dans l'industrie sans au préalable avoir été formés à ces métiers-là. Et nous facilitons leur insertion de manière à ce qu'aujourd'hui, les employeurs qui sont dans la GDIZ sont très contents, les jeunes également sont très contents, et l'État est satisfait d'avoir réglé un problème qui aurait pu être un os dans la gorge des employeurs et qui aurait pu les faire fuir le Bénin parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre disponible. Donc, nous faisons tout cela pour favoriser l'emploi dans notre pays. Et bien d'autres choses que nous faisons en termes d'accompagnement, en termes d'écoute, en termes de diagnostic pour pouvoir aider les jeunes à trouver de l'emploi. Quand on parle d'insertion des jeunes, on prend en compte aussi ceux qui n'ont pas été à l'école. Bien entendu, c'est eux les Azoli. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen précis? C'est vrai, on parle d'Azoli. Est-ce qu'ils sont tous informés? Comment vous faites pour que tous sur le territoire, puisque vous dites que l'agence est départagée un peu partout dans le pays et tout, comment est-ce que vous faites pour communiquer, pour que ceux-là qui ne suivent pas la télévision soient informés de ce que, même sans être allés à l'école, sans être diplômés, ils peuvent venir à la NPE et demander Nous à avoir utilisons tous les canaux. Nous n'utilisons pas que la télévision ni la radio, nous utilisons tous les canaux, les réseaux sociaux, nous sommes sur les réseaux sociaux en permanence, mais également nous utilisons les canaux traditionnels, les gongonneurs, les réunions dans les villages. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que l'information puisse aller à ces personnes-là. Et ça se fait également sur les radios communautaires en langue. de façon fréquente. Oui, bien entendu. De façon fréquente. Nous avons des émissions, des magazines, des documentaires et que nous faisons en langue afin de toucher cette cible-là et que nul ne puisse dire on ne nous a pas informés. Mais vous savez, en matière de communication, vous êtes les spécialistes en la matière. Tant qu'il restera à faire, on n'aura encore rien fait. Et je suis à votre écoute. Si vous avez des propositions et des recommandations de médias ou de moyens ou de canaux que nous n'avons pas encore utilisés, je suis prêt à vous écouter et à pouvoir l'utiliser pour que tout jeune béninois qui veut l'information sur les programmes disponibles pouvant les aider à s'insérer puisse avoir cette information. Alors, lorsque je prends un mot, tant qu'il reste à faire, on peut dire que rien n'est encore fait. Quels sont les défis qui s'imposent à vous aujourd'hui, Yobert Mebidi, directeur général de l'ANPE, sur le plan de l'emploi des jeunes? Le défi principal réside dans l'inadéquation entre les diplômés, les diplômes délivrés par les universités et le marché de l'emploi. C'est le défi principal. Bon, vous savez, nous ne créons pas l'emploi. La NPE ne crée pas l'emploi. Nous ne créons pas un demi-emploi. C'est l'économie qui crée l'emploi. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Et les entreprises créent les emplois en fonction de leurs besoins, en fonction des compétences dont ces entreprises ont besoin. Alors, lorsque ces entreprises expriment des besoins, et alors qui ne peuvent pas être satisfaits, alors que les universités délivrent des compétences et des formations qui ne sont pas demandées, il y a un véritable problème de matching entre la demande et l'offre. Et c'est ce défi fondamental que nous aurons quelques années à résoudre. Le gouvernement a déjà pris ses responsabilités en demandant la réforme du système éducatif, de manière à ce que nous ayons beaucoup plus de personnes formées dans le professionnel et dans le technique, ce qui est largement demandé par le marché de l'emploi, plutôt que des formations générales que nous faisons actuellement, où des milliers de jeunes sont formés de façon générale, alors que les entreprises sont dans la demande de compétences spécifiques. Donc, quand cette réforme va aboutir et qu'on aura renversé la tendance actuelle, les choses se passeront un peu mieux. Mais en attendant, tous ces milliers de gens qui ont déjà été formés
tous ces BTS, tous ces licenciés, tous ces masters qui sont formés dans les matières générales, il faut faire quelque chose pour eux. Et donc, nous y réfléchissons à des programmes de reconversion, de leur proposer des programmes de reconversion pour qu'ils puissent également s'insérer sur le marché de l'emploi à partir des besoins exprimés par les entreprises. Merci à vous, Urbain Amagwedji, Miliga Laibi. Si vous permettez, nous sommes à la fin de cet entretien. Le rituel, il est connu. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de vos sympathisants, peut-être partisans, militants de l'Union progressiste Le Renouveau, et également ces jeunes qui ont eu la chance d'avoir un emploi dans leur vie grâce à votre dynamisme à la tête de l'Agence nationale pour l'emploi. Vous allez leur dire un mot pour conclure. J'aimerais pas conclure cet entretien par la politique. J'aimerais bien conclure cet entretien par le travail qui m'a été confié par la République, à savoir l'emploi. Je voudrais dire à tous les jeunes qu'ils peuvent avoir de l'espoir avec la politique actuelle qui se met en place. Ils ont déjà vu ce qui se fait par la création d'un certain nombre d'écosystèmes qui créent l'emploi. L'emploi, vous devez le savoir, ce n'est pas l'État qui crée l'emploi. L'État crée les conditions pour que les entreprises privées puissent créer l'emploi. Aujourd'hui, la politique actuelle vise à faire en sorte que la place du Bénin, c'est-à-dire la place économique du Bénin, soit attrayante, de manière à ce qu'une entreprise qui recherche un pays pour s'installer choisisse le Bénin. Parce que nous avons des conditions favorables que nous leur proposons qui vont leur permettre de s'installer au Bénin, d'installer leurs activités au Bénin et de ce fait de créer de l'emploi pour les jeunes. Je voudrais leur dire de soutenir cette vision-là, d'avoir confiance en cette vision-là, de manière à ce que les difficultés que nous avons aujourd'hui, parce qu'on n'a pas pu recruter tout le monde encore, il y en a beaucoup qui sont encore au chômage et qui désespèrent. Mais la continuité de cette politique nous permettra dans quelques années de nous rendre compte qu'on a pu résorber un tant soit peu le chômage en prenant les choses par le bon bout. Cessons de faire des slogans pour dire on va créer 100 000, 200 000 emplois et continuons par travailler sur les facteurs de production, notamment l'écosystème entrepreneurial pour permettre que le privé, le secteur privé nous aide à résoudre le problème de l'emploi par la création d'entreprises dans notre pays. Merci à vous, Urbain Amagwedji. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'invité sur l'arrestation illégale de Steve Amoussou, il a fait savoir qu'il a été soulagé en apprenant cette arrestation, car pour lui, Frère Envie était une menace. Il a argumenté dans ce sens-là. Il a fait savoir que ses chroniques étaient émaillées d'outrage, d'exagération et de diffamation et de propos visant à nuire à l'image de concitoyens, mais aussi et surtout à l'image du pays, ce qui était véritablement un désastre et qu'il fallait véritablement chercher à mettre la main sur lui. Il reconnaît le caractère illégal de l'interpellation de Steve Amoussou, alias Frère Envie, si on peut le dire ainsi. Pour lui, si l'État a la capacité de juger un citoyen, il n'a pas besoin de le livrer à un autre pays pour que ce citoyen soit jugé pour des faits dont le pays pouvait le juger. Lorsqu'il a été interrogé sur le code électoral, notamment les appels à la modification de ce code électoral, il a fait part des inquiétudes liées au code électoral, mais a fait savoir que l'Union progressiste, le renouveau se soumet aux règles en vigueur, notamment à ce code électoral-là. L'Union progressiste, le renouveau a ses textes et s'y conformera pour choisir son candidat pour 2026. Bien évidemment, ce parti politique prendra en compte les suggestions et recommandations du président de la République, Patrice Talon, chef de la mouvance présidentielle. Pour Urbain Amagwedji, qui est membre de la direction exécutive nationale du parti politique Union progressiste Le Renouveau, le code électoral actuellement en vigueur en République du Bénin oblige à se mettre ensemble. Il l'a démontré à travers un argumentaire soutenu. Pour lui, ce code est porteur. Le Bénin souffre pas de chômage, mais de sous-emploi. 112% des personnes, des Béninois se trouvent dans ces situations. Lorsqu'il a été interrogé sur la problématique de l'emploi au Bénin, pour lui, l'État a mis en place des mécanismes pour aider les jeunes à l'entrepreneuriat, et ce n'est pas n'importe qui le dit. C'est le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi qui le dit ce dimanche sur Réseau TV. Les jeunes diplômés doivent avoir des prérequis sur l'entrepreneuriat, recommande-t-il. Il a fait savoir que le président Patrice Talon a eu à émettre la volonté que tous les administratifs puissent déclarer le personnel de maison, et les législations conséquentes ont été prises pour véritablement accompagner cela. Et il a fait
fait savoir également que l'ANPE est présente dans tous les départements, dans toutes les communes du pays et que des programmes qui favorisent l'insertion professionnelle sont mis en place véritablement et ces programmes-là ont été cités de façon sommaire bien évidemment. Il a fait savoir que des mesures sont prises de part et d'autre pour que ceux qui n'ont pas une formation qui est en adéquation avec le marché, pour qu'on puisse revoir un peu leur reconversion plus ou moins, mais il a eu à déplorer l'inadéquation entre la demande et l'offre, notamment les formations qui sont offertes dans les écoles et véritablement le marché, notamment le marché de l'emploi. En fin d'émission, il a eu à adresser un message plein d'espoir à la jeunesse de son pays. J'espère que j'ai plus ou moins récapitulé. Parfait. Merci à vous. Parfait. Merci à vous, Urbain Megbidi. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Vous êtes également membre de la direction exécutive nationale du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Merci d'être venu malgré l'agenda. C'était pas facile. C'était pas facile. Toujours de réunion, hors du territoire national. Merci, Non, merci Urbain Megbidi. À très bientôt peut-être pour un débat sur l'actualité politique. Vous prenez l'engagement. Et pourquoi pas sur l'emploi, sur les programmes de l'ANPE. Je suis prêt, je suis disponible. Bien évidemment, on verra avec nos amis de l'aide démocrate. Merci à vous, Billy Gailaibi, d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes. Prenez le rendez-vous de 19h le dimanche du JTJT, bien évidemment, avec Billy Gaël Laibi.